Bonjour à tous, bonne nuit aux autres. Télésud parle aux 5 continents. Et pour les Européens, vive les vacances, car ni l'épidémie passée, ni la faillite qui vient, ni le coronavirus qui revient, paraît-il, à l'automne, rien n'empêchera les Européens de s'abandonner aux joies faciles du farniente, de l'apéritif en culotte courte et du pédalo qu'on fait en rêvant sur la vague. Il faut que la croisière s'amuse. Et après tout, sur le Titanic, eh bien, l'orchestre a continué à jouer sur le pont. Eh bien, c'est pareil. On ne sait pas si l'iceberg est devant ou s'il est derrière, mais on part en vacances, pas loin, pas très serein, mais on part. Et avant de partir, on va demander à Bertrand Badi de tout nous dire. Quelle est la situation? Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce qu'il se passe quelque chose vraiment dans tout ce qui se passe? Et qu'est-ce qui ne marche plus dans la vie internationale et qui ne marchera plus? On va parler des crises de la semaine, de la Turquie, de l'OTAN qui refuse d'arbitrer entre la France et Ankara, de Hong Kong aussi. Et ça tombe bien parce que Jean-François Dimiglio est avec nous. Et la Chine, il la connaît bien, ou en tout cas, il la connaît depuis longtemps. Vous avez été étudiant à Pékin quand vous étiez petit. Vous avez aussi fait Normal Sup et la grecque, mais ça c'est beaucoup moins important évidemment. Des années d'apprentissage en Chine, ça marque. Vous avez fait ensuite une carrière dans la banque. C'est bien la banque parce que on traite des hommes, hein, c'est des histoires d'hommes. Hein. Et vous avez nomadisé un peu partout, mais vous avez été à Taïwan, à Shanghai, à Pékin, et vous présidez Asia Centre. Vous donnez aussi des cours ici et là, notamment à Dauphine. J'ai rien dit de faux, ou j'ai rien dit d'important non plus. Je suis passé à côté de l'essentiel. Mentionner Sciences Po, quand même, devant Bertrand, on est obligé de quand même. Non, mais vous êtes tous les deux, je suis le cancre de service, tous les deux ont énormément de pots d'âne. Ils ont aussi survécu à pas mal de pots de banane l'un et l'autre, mais ils sont extrêmement capés. Moi, j'ai honte, je suis vraiment l'ignorant. Est-ce que vous aimez, Jean-François Dimiglio, Hong Kong, la ville en marge, la ville qui est à la marche de l'Empire? Ça m'a pris beaucoup de temps pour être familier avec Hong Kong, parce que comme vous l'avez décrit, mon itinéraire a été circulaire autour de Hong Kong, et c'est très tard que je me suis mis à connaître et à respecter Hong Kong. Et en fait, c'est dans la crise de 97 que j'ai découvert la capacité de Hong Kong à résister et les ressorts de cette résistance. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est effectivement le fait que ces ressorts semblent avoir disparu, mais que d'autres ressorts apparaissent. La force de Hong Kong autrefois, c'était, et on l'a vu en 97, une forme d'harmonie ou de consensus entre les grands groupes hongkongais et des gens qui travaillaient. On avait l'impression qu'ils ne faisaient que travailler et qui avaient surmonté cette crise de 97 au moment où cette vague, c'était déjà une vague, était en train de submerger l'Asie. Et Hong Kong avait tenu. Avec l'aide de la Chine, certainement, mais Hong Kong avait tenu. Et depuis, on avait appris à voir la solidité de Hong Kong, la cohérence de Hong Kong. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est effectivement le délitement de cette solidité et l'apparition de fractures dans ce monde hongkongais qu'on croyait très cohérent et soudé organiquement à la Chine. Bon, il faut expliquer que le dernier épisode de la crise qui dure depuis l'automne et qui est elle-même d'ailleurs le dernier épisode d'une crise qui a plus de 30 ans, de 25 ans pratiquement, c'est que la loi sur la sécurité qui a été promulguée à Pékin s'impose désormais sur le territoire. Et d'ailleurs, Pékin l'a immédiatement actionné, a immédiatement sévi, puisqu'il y a eu une rafle, des arrestations, une mise en examen au moins sur justement cette question de la sécurité nationale, qui est très inquiétant pour la personne. Et on a vu surtout que les affiches pour la démocratie, que les gens purgeaient leur mémoire de leur téléphone, faisaient effacer les SMS qui pouvaient les incriminer, etc. etc. La peur s'est répandue dans l'ancienne colonie. Alors, il y a eu un phénomène extrêmement intéressant, c'est que cette loi donc, est arrivée, on pourrait dire sans crier gare, mais on reviendra un petit peu sur l'historique de cette loi, il y a un mois. Et que l'on savait donc qu'hier, donc 1er juillet,
Il faut rappeler donc que le 1er juillet, c'est à la fois l'anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois il y a 99 ans et aussi l'anniversaire de la rétrocession de Hong Kong en 97 précisément, donc il y a 23 ans. Et donc le matin, en 15 minutes, la loi est rédigée, promulguée à Pékin. Mais on ne connaît pas le contenu de la loi et on attend la 11e heure, mais typiquement la 11e heure, 23 heures de Hong Kong, pour savoir ce qui va se passer. Et dans cet intervalle se passe ce que vous avez décrit. Et c'est tout le ressort de cette loi, c'est de la dissuasion. Et encore une fois, c'est une façon très chinoise d'agir, c'est-à-dire que plutôt que d'interdire formellement et de punir, eh bien on fait intérioriser par celui qui pourrait être coupable ce dont il serait coupable. Oui. Est-ce que c'est un défi à l'Occident? Est-ce que la Chine veut prouver qu'elle fait ce qu'elle veut dans son arrière-cour comme dans la vitrine? Il y a à la fois le rappel que Hong Kong, c'est tout simplement un pays de système. Et que dans un pays de système, vous avez l'expression « un pays ». Et que donc, si on empêche, comme on l'a fait l'année dernière, la Chine de faire ce qu'elle veut à Hong Kong, elle peut prendre sa revanche, mais elle sait la prendre au moment approprié. Ouais. Non pas quand ça fait mal, mais quand ça va passer en douceur. Là, c'est plutôt, là, c'est pas en douceur, c'est en force, et c'est pas un pays de système, c'est un pays, une seule loi. Hein. Une seule loi, mais en théorie, le défi, ça va être de maintenir le système capitaliste à Hong Kong. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que, à votre avis, justement, ce coup de force va dévaluer la place de Hong Kong, notamment sur le plan financier? Il y a deux lectures. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une incapacité à fédérer des mouvements qui pourraient dire si c'est comme ça, on arrête, on retire nos sièges régionaux de Hong Kong. Incapacité à le faire. Aujourd'hui, il y a un consensus pour rester. Et puis, il y a une autre lecture qui est un retrait progressif, parce qu'on a le risque que demain, votre employé clé, la personne sur laquelle vous vous reposez pour conduire vos affaires à Hong Kong, va avoir fait un pas de travers et que vous ne pourrez plus l'utiliser, il ne sera plus une personne clé, comme c'est arrivé. Donc, ce sont les deux scénarios possibles, et je pense que la prudence, le conservatisme va progressivement s'installer et qu'on va couvrir ces risques, comme on le dit, et on va aller un peu à Singapour, on va aller un peu à Taïwan, on va aller un peu à Tokyo, et donc Hong Kong va perdre de sa spécificité. Bertrand Badi. Oui, moi je parle avec beaucoup de modestie devant Jean-François Dimeguillot de ces questions, mais en 1997, Hong Kong, c'était la perle économique de la Chine. Aujourd'hui, en 2020, Hong Kong, dans l'économie chinoise, c'est une petite perle. C'est un port parmi d'autres. Voilà, et donc il faut tenir compte de cette transformation. Alors maintenant, je me sens incompétent pour parler du problème de Hong Kong en soi, mais il y a un grand défi aujourd'hui qui est la Chine dans le monde. Et on voit en même temps se développer ce que nous ne savons pas faire, nous autres, ici en Occident, un modèle différent. C'est-à-dire, un modèle différent, ça veut dire quel est le degré d'écart par rapport à ce que nous faisons. Non, c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. C'est quelle est l'histoire chinoise qui est en train de s'accomplir aujourd'hui à partir de ces catégories, de sa façon de penser. Et cette insertion de la Chine dans le monde est passionnante à étudier, parce que finalement, la Chine, c'est le seul pays du monde qui se frotte les mains devant la mondialisation. Le parrain de la mondialisation, qui était les États-Unis, en sont venus à la détester. Alors, le problème, et moi je m'interroge aujourd'hui, donc n'attendez pas de réponse de ma part, c'est est-ce que cet engouement de la Chine pour la mondialisation, qui la place au centre du jeu global aujourd'hui, est durable ou pas? Et il y a des petites choses, moi, qui m'inquiètent. Mais ça ne marche pas comme ça, vous avez les réponses, c'est moi les questions, et vous savez, moi je ne sais pas, donc vous ne pouvez pas inverser comme ça, vous ne pouvez pas prendre ma place, c'est pas possible. J'aimerais bien. Oui, Jean-François Dimeguillot, quand vous interrogez vos amis à Pékin sur ce qui se passe à Hong Kong, qu'est-ce qu'ils éprouvent, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent ça devait arriver, c'est bien fait pour eux, ou est-ce qu'ils se sentent inquiets? Ce sont un peu des sous-êtres, les Hongkongais. Vu du continent, le continent a souffert du passage de Hong Kong au moment des guerres de l'opium au statut de colonie. C'était le début du dépeçage de la Chine et du siècle maudit auquel on a mis un terme en 1949. Donc d'une certaine façon,
que ce soit des Hongkongais de souche, si on peut dire comme ça, ou des personnes du continent qui sont allées à Hong Kong, ce sont des gens qui ne sont pas comme ceux du continent. Et donc il est très difficile d'établir de la sympathie, de l'empathie vis-à-vis d'eux. En revanche, le sentiment national, bien sûr, on l'a vu dans toute l'Asie au moment de la crise du Covid, le sentiment national est exalté en Chine, comme dans tous les pays d'Asie. C'est très fort, ça. Bertrand Madi, il faut quand même que je vous présente, pour autant qu'on puisse encore vous présenter. Vous êtes un mandarin. Voilà, on va être raccord avec l'émission. Vous êtes un mandarin. Des générations d'étudiants de Sciences Po ont subi votre férule et ont appris ainsi le monde grâce à vous. Et d'ailleurs, il est temps de faire un peu votre autocritique, parce que si on était du temps de la Révolution culturelle, les gardes rouges ne feraient qu'une bouchée de vous. Donc, est-ce que vous publiez tous les ans l'état du monde? Est-ce que vous aviez prévu, vous aussi, ce qui vient d'arriver? Ou est-ce que vous avez été vraiment surpris par les conséquences de la pandémie du coronavirus? Écoutez, il est de bon ton de faire preuve de modestie et d'humilité, mais permettez-moi quand même de dire, à rebrousse-poil, que ça fait 20 ans que j'attire l'attention de mes lecteurs et éventuellement des étudiants, qui sont d'ailleurs très réceptifs à cette idée, sur la transformation de la sécurité, que nous sommes passés d'un monde de sécurité nationale à un monde de sécurité globale. Et ça fait d'ailleurs 25 ans qu'un très grand organisme qui s'appelle le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le dit dans son fameux rapport de 1994, disant que maintenant l'essentiel des défis sécuritaires, c'est les menaces portées à la sécurité humaine. Et donc, et nommément la sécurité sanitaire siégeait parmi les 7 sœurs, avec la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale. Eh bien, ça, je suis étonné. Écoutez, Vincent Herouet, moi, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé. C'est que cette crise, nous la vivons dans notre chair depuis plus de 3 mois. Je n'ai pas entendu un dirigeant de ce monde prononcer le mot sécurité globale. Moi, je m'attendais à ce que des plans viennent éclore pour dire, eh bien maintenant, il faut que nous nous prémunissions. C'est le contraire qui se passe. C'est ça qui est extraordinaire. Ben voilà. C'est que le défi est global. Une pandémie, par définition, qui se répand dans le monde entier, devrait inciter la communauté internationale, pour autant qu'elle existe, en tout cas à ce qu'il y ait plus de coopération. Et il y en a de moins en moins. Au contraire, on incrimine l'OMS, on désigne la Chine. Donald Trump, cette semaine, a expliqué qu'il était de plus en plus en colère contre la Chine au fur et à mesure que l'épidémie, finalement, gagne aux États-Unis. Et elle n'est pas derrière nous, elle est devant. Donc on voit bien que les outils, au contraire, de la gouvernance mondiale ont rouillé, sont tombés en pièces, que plus rien ne fonctionne vraiment. Je ne dirais pas tout à fait ça, et je dirais en même temps pire que cela. Je ne dirais pas tout à fait cela parce que je ne me rallierai jamais à ceux qui disent que la gouvernance globale, le multilatéralisme sont déglingués, comme je l'ai entendu, parce qu'on ne s'intéresse jamais aux trains qui marchent. Vous qui aimez la vie ferroviaire, Vincent Herouet, les trains qui marchent, personne n'en parle jamais. Or, la gouvernance globale a fait depuis 1945 des pas gigantesques en avant. Si vous pouvez prendre l'avion, c'est parce qu'il y a une gouvernance globale de l'aviation civile. Si vous pouvez surfer sur Internet, si vous pouvez téléphoner partout dans le monde, c'est parce qu'il y a une gouvernance globale de la communication. Et on pourrait, ainsi de suite, même l'OMS que l'on critique, d'ailleurs de mauvaise foi, parce que si l'OMS ne marche pas, c'est parce que les États ne veulent pas qu'elle marche. Mais l'OMS, nous lui devons des campagnes de vaccination en Afrique formidables. Oui. L'éradication de la variole, c'est l'OMS. La vaccination de millions et de millions d'enfants qui les a protégés de la mort, c'est grâce à l'OMS. Vous n'avez pas l'impression quand même que l'OMS a été légèrement dysfonctionnel quand son directeur général, son Éthiopien, a salué les efforts de la Chine, la transparence, les remarquables transparences des autorités chinoises. C'est là que le rôle de la Chine dans la mondialisation intervient. Comment a-t-il été élu, cet Éthiopien ? Avec le soutien des... Le soutien. À qui a-t-il succédé ? À Margaret Chan, qui était hongkongaise.
Et alors vous avez l'impression, Bernard Bailly, vous avez l'impression, vous, Bertrand. Pardonnez-moi. Victor, je m'appelle Bertrand. Je m'appelle Bertrand Victor Hervouet, n'oubliez pas. Oui, bon, alors est-ce que vous avez l'impression que la Chine, qui a colonisé pan par pan là, les institutions internationales, en tout cas qui a fait un travail d'entrisme remarquable, les font mieux fonctionner? J'ai l'impression que l'OMS, avec un homme qui est soumis comme ça à Pékin, fonctionne mieux. Le problème ne se pose pas en ces termes. Il était un temps où on considérait que la Chine ne s'intéressait pas au multilatéralisme, on lui en faisait le procès. Oui. Maintenant, elle fait de l'entrisme dans le multilatéralisme, on continue à faire le procès de son entrisme. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, il est de savoir quelles institutions internationales sont nécessaires pour relever les défis tels qu'ils apparaissent aujourd'hui et tels que nous les vivons, chacun d'entre nous, dans notre chair? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est de se demander pourquoi les États, depuis 1947 qu'existe l'OMS, pourquoi les États lui ont si peu concédé de pouvoir et de compétences? Et là, la réponse, elle est justement au centre du problème que nous vivons. La réponse, c'est que la santé a toujours été considérée comme un précaré des États et de leur souveraineté. Parce que la santé, ça touche au domaine de la gestion de la population, au domaine de la religion, au domaine de l'économie, au domaine de l'emploi et à quantité de domaines de cette nature. Si les États ne concèdent pas à une institution internationale la capacité de gérer globalement un défi global, eh bien, nous sommes finis. Mais ce que je voudrais surtout dire en réponse à votre question, c'est que par rapport à ce que vous annoncez, la situation est encore beaucoup plus grave. Parce que nous ne savons même pas nommer ce qui nous arrive. Vous avez raison de vous référer à M. Trump, qui continue à appeler le virus un ennemi, à vouloir à tout prix incriminer un État, à considérer qu'il y a même un complot, derrière tout ça. Tout le discours politique aujourd'hui, partout dans les 5 continents, c'est de nationaliser la question du coronavirus. L'un et l'autre, vous êtes persuadé que le virus n'est pas sorti d'un labo chinois? Mais écoutez, nous n'en savons d'abord rien. Oui. Alors attendez, mais je voudrais répondre à cette question parce qu'elle est très importante. Premièrement, nous n'en savons rien. Nous découvrons en ce moment qu'il y avait des cas de coronavirus dès novembre qui circulaient en Europe. Bon. Donc, en Chine, il faut faire preuve en Europe peut-être. Il faut faire preuve de modestie. Alors, effectivement, là où il y a un problème et où personnellement, la position chinoise m'a un petit peu gêné, c'est que lorsque l'on a affaire à une pandémie de cette gravité, la première question, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Non pas d'incriminer, de comprendre ce qui s'est passé. Et effectivement, la résistance de la Chine à ce travail d'investigation me gêne. La volonté absolument de faire taire ceux qui tiraient la sonnette d'alarme, et le premier médecin en est mort. Vous connaissez, je pense que... telle ou telle occasion, cette date du 15 janvier a été évoquée par moi. Si vous remontez le calendrier de la pandémie, on reconnaît tous qu'après le 15 janvier, et en particulier à partir du 20 et du 21 janvier, on va dire, pour parler simplement que la Chine a joué le jeu, on oublie, en faisant ce calendrier, que le 15 janvier, c'est la signature du fameux accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Si on se dit que la Chine ne pouvait pas arriver aux États-Unis, que l'UE ne pouvait pas arriver aux États-Unis avec, dans sa hotte, une pandémie qui risquait d'affaiblir la Chine avant même d'affaiblir le reste du monde, et donc d'arriver en position de faiblesse au moment de la négociation de cet accord commercial, je pense qu'on manque quelque chose. Lorsqu'ensuite, on voit qu'il y a des clauses d'échappatoire dans cet accord commercial, à savoir un cas de force majeure, on se rend compte aussi pourquoi cet accord commercial, d'une certaine façon, montre un certain nombre de concessions faites par la Chine. Parce que ces concessions peuvent être effacées s'il y a un cas de force majeure. Et si vous vous imaginez un instant que M. Liu sait ce qui est en train de se passer, ou s'il ne sait pas ce qui va se passer, en tout cas, voit que ça bouge un petit peu, il a tout intérêt à attendre le 20 janvier pour laisser apparaître les premiers cas. C'est un cas de force majeure pour vous. Cette négociation explique le silence chinois. Le 15 janvier, on a été... Vous ne pensez pas que c'est
la nature profonde du régime, quand même, est de saquer celui qui sonne l'alarme et de mettre... Il y a eu une peur collective. Il y a eu une peur collective d'être, bien sûr, celui qui allait alarmer tout le monde. On ne sait pas à quel niveau cette peur s'est déclenchée. Et on ne sait pas à quel niveau, effectivement, il y a eu prise de conscience de la pandémie. Mais je suis quand même très, très frappé par la concordance de ces deux calendriers. Alors, est-ce que vous pensez que... est-ce que vous aviez imaginé l'un et l'autre que la rivalité sino-américaine pouvait s'aiguiser aussi vite et d'une manière aussi grave? Parce qu'on est pratiquement aujourd'hui à imaginer une confrontation, finalement. Si vous lisez la presse, si vous lisez les réseaux sociaux, tout le monde est déjà en train d'anticiper des incidents, une épreuve de force. Est-ce que vous imaginiez que les choses se dégradent à cette vitesse? Regardez, un an derrière... Les conceptions du monde sont diverses dans tous les pays, mais il y a dans chacun des deux pays, aux États-Unis et en Chine, une conception du monde qui est effectivement hégémonique. Et à un moment, effectivement, ça ouvre ce risque, au moment où les deux parties sont représentées justement sont incarnées par cette pensée. Pour revenir à Hong Kong, l'anecdote que je cite souvent à propos de la mondialisation et de la Chine, c'est qu'un soir à Hong Kong, avec le patron d'une grande société pétrolière chinoise, après quelques verres, mais c'était à Hong Kong, donc la liberté de parole était un peu plus grande, j'ai entendu cette phrase extraordinaire qui sonne en chinois de façon merveilleuse. Je n'hésite pas à vous la citer en chinois. Je sais que certains de vos téléspectateurs comprennent le chinois, et c'est magnifique. Et ça dit tout simplement, vous savez, qu'est-ce que c'est que la mondialisation? C'est la sinisation du monde. Il y a des gens qui pensent ça en Chine. Je ne dis pas que toute la Chine pense comme ça. Est-ce que vous faites partie des pessimistes qui imaginent que l'Europe est ainsi offerte à la convoitise des Chinois et que peu ou prou la conquête a déjà commencé et que nous rentrons, nous, Européens, dans un siècle aussi décadent que celui qu'a connu la Chine? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que sur des sujets très précis, sur les standards, bien sûr sur la 5G, on a encore du mal à trouver la bonne réponse. On entend effectivement un mouvement dynamique, on voit ce mouvement dynamique de fédération de l'Europe autour de quelques thèmes, mais les actions très concrètes, on a limité effectivement les investissements étrangers à 10%, mais il y aura probablement des exceptions. On voit mal la matérialisation concrète d'une position commune de l'Europe vis-à-vis de ça. La mondialisation sera chinoise. Est-ce que, parce que ce qu'on voit quand même, c'est le souverainisme qui gagne quand même par pas entier. Non, vous n'y croyez pas? Pas du tout. Ah, vous ne croyez pas à ça? Pas du tout. Je suis quand même assez frappé de voir comment on veut toujours recycler nos vieilles catégories pour comprendre un monde nouveau. Ce monde nouveau, c'est un monde d'interdépendance et d'interdépendance profonde. C'est un monde inclusif dans lequel tout le monde est sur le même bateau. Vous n'avez pas l'impression qu'il y aura une démondialisation ou en tout cas une réforme profonde avec la volonté à son État de déclarer stratégique des industries, comme par exemple la fabrication de masques? Non. Quand on me parle de démondialisation, je pense toujours au temps où on a inventé la brouette et où il y avait sûrement des gens qui militaient pour la débrouettisation. Je pense que tout ça n'est pas sérieux. La mondialisation, c'est une transformation profonde de la technologie mondiale qui fait que l'on ne peut pas abolir ce qui sert de fondement à la mondialisation. La mondialisation, c'est l'abolition du temps et de l'espace, c'est-à-dire l'avenir de la simultanéité, de la déterritorialisation. La mondialisation, c'est une interdépendance qui rend absolument impossible de conserver nos vieux concepts de souveraineté. Alors, je vais être plus précis. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une course, par exemple, aux subventions entre Boeing, Airbus et je ne sais quel avionneur chinois? Est-ce que vous pensez qu'il va toujours y avoir des super-tankers qui vont nous apporter depuis l'Asie, qui vont continuer leur noria ainsi, nous apportant... Il y a deux choses qui ne peuvent pas être abolies. C'est d'une part cette simultanéité que nous vivons et qui se traduit par une déterritorialisation du monde, c'est-à-dire la frontière n'a plus aujourd'hui le même sens et la même signification qu'elle pouvait avoir autrefois, et deuxièmement la division internationale du travail. La division internationale du travail est un fait. Et tout ça n'est pas remis en cause par ce qui vient de se passer ces 3 mois de... Mais c'est pas que ce n'est pas remis en cause, c'est que ça ne peut
pas être remis en cause. Et lorsqu'on nous explique, par exemple, une souveraineté européenne dans tel ou tel domaine de la production. Alors, vous avez vous-même donné l'exemple du masque. Oui, mais l'élastique qui permet au masque de s'ajuster à nos nobles oreilles. C'est dans la forêt de Fontainebleau que vous allez puiser le caoutchouc qui viendra l'agrémenter. Nous sommes dans une division internationale du travail, l'erreur, la faute, et c'est là qu'il faut travailler, c'est que cette mondialisation nous a rendus passifs. C'est-à-dire nous n'avons pas su l'habiller, ni politiquement, ni socialement. Nous n'avons pas su l'accompagner. Nous n'avons pas su l'adapter aux vrais besoins humains. Le travail, il est là. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la sécurité globale. C'est-à-dire faire en sorte que l'humain puisse satisfaire ses besoins dans un monde globalisé, de la même manière et peut-être mieux encore que la façon dont il satisfaisait ses besoins du temps des États-nations. Alors, ça ne veut pas dire non plus que les États-nations vont disparaître, ça ne veut pas dire que les subventions vont disparaître, ça ne veut pas dire que... Les règles vont quand même un peu évoluer, quand même, vont un peu changer, vous ne croyez pas ? Bien sûr. Alors, elles changeront de manière efficace si on sait partir de ce qui est aujourd'hui et non pas de ce qui était hier. C'est-à-dire non pas partir de l'obsession de la sécurité nationale, mais construire une sécurité globale qu'il faudra servir. C'est-à-dire que pour faire face à une pandémie, on a besoin de quoi ? On a besoin d'abord d'une uniformisation des instruments statistiques d'un pays à l'autre. On a besoin de normes communes. On a besoin de surveillance commune. Il faut créer, par exemple, un conseil de sécurité dans l'OMS qui sache réagir de manière immédiate à ce qui est une utilité pour tout le monde. C'est en cela que je suis optimiste. Et finalement, c'est plus économique de fonctionner comme ça. Pourquoi croyez-vous que M. Trump n'a jamais dénoncé l'accord sur la circulation aérienne, la convention sur la circulation des aéronefs ? Parce qu'il sait très bien qu'il a besoin d'avions qui atterrissent et qui décollent. En ce moment, ils sont cloués au sol. Oui, quand même, en ce moment. Mais justement, vous voyez tous les problèmes que ça pose. Vous voyez tous les problèmes que ça pose. Donc il y a un moment où la sécurité globale et son traitement sont plus économiques que la vieille sécurité nationale d'arrière-grand-papa. Jean-François Demeglio, est-ce que vous partagez ce constat ? Non seulement je le partage, mais si une personne chinoise écoute ce que dit Bertrand Badi, elle va signer tout de suite. Et c'est là qu'est le risque. C'est que nos interlocuteurs chinois, ils ont une capacité à endosser ce discours et à dire cette mondialisation, nous l'assumons, nous l'adorons, nous sommes multilatéralistes. Simplement, ils sont multilatéralistes à la façon chinoise. Voilà. Et donc c'est bien ça c'est le risque que court notre multilatéralisme dans ce nouveau monde. Nous finirons l'année les yeux bridés à vous écouter l'un et l'autre, et en plus avec un masque sur le visage, on ne reconnaîtra plus personne. Merci à vous, bonnes vacances peut-être, et bon voyage en tout cas. Ainsi va le monde sur Télé Sud, et l'info continue bien sûr.